Ma belle-fille s'est moquée de moi pendant que j'étais locataire. « Tu mourras pauvre et seule, m'a-t-elle dit. Quand j'ai acheté une villa pour moi, seul, mon fils est apparu en disant « C'est formidable. Ma femme adorera élever nos enfants ici. » J'ai souri et j'ai simplement passé un coup de fil. « Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous l'écoutez, pour savoir jusqu'où elle a voyagé. » Je m'appelle Amélie et à 66 ans, je pensais avoir vu toutes les formes de cruauté que la vie pouvait offrir. Je me trompais. L'invitation pour l'anniversaire d'Édouard est arrivée sur un carton couleur crème. Du genre de ceux que Juliette exigeait toujours pour tout. Rejoignez pour une célébration familiale intime, disait-elle de son écriture parfaite et exagérément soignée. J'aurais dû me méfier. Rien de ce que Juliette organisait n'était vraiment pour la famille. J'ai passé l'après-midi à me préparer, choisissant ma plus belle robe parmi les quelques-unes que je conserve depuis les funérailles de Florent, il y a 3 ans. Le bleu marine avec de petits boutons de perles, qu'il adorait. Je me suis même offert le luxe d'aller au salon du centre-ville pour faire coiffer ma chevelure argentée. C'était une folie, compte tenu de mon budget serré, mais c'était le 38e anniversaire de mon fils. Certaines occasions méritent l'effort. Le restaurant que Juliette avait choisi était l'un de ces endroits qui crient de l'argent par tous les pores. Des lustres en cristal, des nappes blanches si amidonnées qu'elles pourraient couper du papier, et des serveurs qui se déplaçaient, comme s'ils dansaient entre des tables, où un dîner coûtait plus que ce que je dépense en nourriture pour un mois entier. Je serrais fort mon petit sac à main, tandis que l'hôtesse me guidait. À leur table. Édouard se leva pour me saluer, et pendant un instant, j'ai vu des éclairs de l'enfant qui courait dans mes bras en sortant de l'école. « Joyeux anniversaire, mon amour !» lui ai-je dit en le serrant dans mes bras. Il semblait plus rigide que dans mes souvenirs, plus froid. Juliette l'avait bien dressé. « Merci d'être venue, maman. » Son sourire semblait sincère, mais il y avait quelque chose de lointain dans son regard. Juliette était assise à côté de lui, ses cheveux blonds coiffés en un chignon élaboré, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle m'a offert un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Amélie, comme c'est gentil, tu es présentable. » Le mot flotta dans l'air comme une gifle. Présentable ? Pas belle. Pas élégante. Pas même bien. Présentable. Comme si j'étais une œuvre de charité à qui elle faisait la grâce de s'asseoir à sa table. La soirée commença sans encombre. Édouard parla de sa promotion au cabinet d'avocats. Juliette mentionna leurs prochaines vacances en Italie, et moi, j'écoutais, j'hochais la tête aux moments opportuns, essayant de contribuer quand je le pouvais, mais chaque chose que je disais semblait amuser Juliette d'une manière qui me nouait la gorge. Lorsque le serveur apporta la carte des vins, Juliette fit tout un spectacle en commandant le plus cher. « Nous allons prendre le château Le Pin Doré », annonça-t-elle, puis elle me regarda avec une fausse préoccupation. « Oh ! Mais peut-être devrions-nous commander quelque chose de plus économique, et je sais que les choses sont difficiles depuis que tu as déménagé dans ce petit appartement. » Mes joues me brûlèrent. Oui, je vivais maintenant dans un modeste logement en location. Après la mort de Florent, la grande maison me semblait trop vide, trop pleine de souvenirs. Mais la façon dont elle le disait donnait l'impression que je vivais dans la misère. « Le vin a l'air délicieux », réussis-je à dire d'une voix ferme, malgré l'humiliation qui montait en moi. La conversation pendant le dîner se poursuivit, mais je remarquai comment Juliette ramenait chaque sujet à l'argent, au succès et à leur train de vie luxueux. Quand j'ai mentionné que je faisais du bénévolat au centre communautaire, elle a ri. Elle a vraiment ri. « Oh, Amélie, c'est si mignon, jouer au bingo avec d'autres vieilles dames solitaires, comme ça doit être gratifiant pour toi. » Édouard ne dit rien. Il coupait simplement sa viande et évitait mon regard. Le point de rupture est arrivé quand Juliette s'est levée pour aller aux toilettes. J'ai pensé que je pourrais peut-être renouer le contact avec mon fils, lui parler comme nous le faisions avant qu'elle n'entre dans sa vie. Mais quand j'ai tendu la main pour toucher la sienne, il l'a retirée. « Maman, à propos de ta situation de logement, commença-t-il d'une voix mal à l'aise.
Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Eh bien, Juliette et moi en avons parlé. Nous sommes inquiètes que tu vives seule dans ce quartier. Il est peut-être temps d'envisager d'autres options. D'autres options ? Ces mots me glacèrent le sang. Quel genre d'options ? Avant qu'il ne puisse répondre, Juliette revint à table avec un sourire satisfait. Parfait. Vous parlez de l'avenir d'Amélie. Justement, hier, je disais à Édouard à quel point nous sommes inquiets. Elle se pencha en avant, avec une voix mielleuse, pleine de fausses sollicitudes. Chérie, tu n'es plus si jeune. Tu vis seule. Tu as à peine de quoi vivre. Ce n'est pas viable. Il existe de très belles résidences service pour seniors qui offrent des prix assez accessibles. La pièce se mit à tourner. Résidence-service. Il voulait m'enfermer. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi, dis-je d'une voix à peine audible. Le rire de Juliette fut aigu, tranchant. « Oh, mon ciel, bien sûr que tu le crois. Mais il faut être réaliste. Tu vis dans une petite location. Tu dînes sûrement de soupe en conserve. Tu fais du bénévolat juste pour avoir un endroit où aller pendant la journée. C'est sincèrement très triste. » Elle prit son verre de vin, but une gorgée tranquille avant de porter le coup de grâce. « Soyons honnêtes. De toute façon, tu vas mourir pauvre et seule. Ne serait-il pas mieux d'avoir un peu de dignité dans tes dernières années ?» Ces paroles me frappèrent comme des coups de poing. Mourir pauvre et seule. La cruauté si désinvolte. La façon dont elle souriait en le disant, comme si elle parlait de la météo. Je regardais Édouard, attendant qu'il me défende, qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes. Il ne dit rien. Il regarda simplement son assiette, la mâchoire serrée, mais sans ouvrir la bouche. Juliette continua de parler, comme si elle se délectait de mon silence. Nous ne penserons qu'à ton bien. Édouard travaille énormément et nous prévoyons de fonder une famille bientôt. Nous ne pouvons pas nous occuper de toi en plus. S'occuper de moi, comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient généreusement porté. Au lieu d'être la femme qui a élevé seule Édouard après que son père nous a abandonnés. Celle qui a fait des doubles journées pour lui payer l'université. Celle qui a célébré chaque réussite et l'a consolé à chaque échec. Je me levai lentement, mes jambes tremblaient. « Excusez-moi, » murmurai-je. Je pris mon sac. « Où vas-tu » cria Juliette derrière moi. Mais je ne répondis pas. Je traversais ce restaurant élégant d'un pas chancelant. Je passais devant des tables pleines de familles qui, elles, semblaient s'aimer. Des couples se tenant la main sous la lumière des bougies. L'hôtesse me sourit en passant. Elle pensa sûrement que j'allais aux toilettes, mais je sortis directement à l'air frais de la nuit et continuai à marcher jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient en cherchant mes clés. Derrière moi, j'entendis la porte du restaurant s'ouvrir, des pas sur le trottoir. « Maman, attends !» cria la voix d'Édouard. Je me tournai avec une étincelle d'espoir dans la poitrine. Peut-être venait-il s'excuser, me dire que Juliette était allée trop loin. « Tu ne peux pas partir comme ça. Juliette se sent très mal de ce qu'elle a dit. » Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé, cherchant un signe de l'enfant qui me défendait des brutes à l'école. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr, elle essayait seulement de t'aider. Nous essayons tous les deux, le voilà. » Même maintenant, il prenait son parti, justifiait sa cruauté. Et à ce moment, je compris avec une clarté douloureuse que j'avais déjà perdu mon fils. Juliette avait complètement gagné. « Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi, » dis-je à voix basse en montant dans ma voiture. « Je vais bien m'en sortir. » En m'éloignant, je les vis dans le rétroviseur. Édouard et Juliette, debout ensemble sur le trottoir, parlant probablement déjà de mon comportement dramatique, de mon irrationalité. Cette nuit-là, seule dans mon petit appartement, je m'assis sur le vieux fauteuil de Florent et je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais entre la douleur et l'humiliation, quelque chose de différent commença à germer. Quelque chose de plus dur, de plus ferme. Ils croyaient me connaître. Ils pensaient que j'étais juste une vieille femme triste et pauvre, n'ayant rien d'autre à attendre que leur charité forcée. Comme ils se trompaient. Le lendemain du dîner d'anniversaire d'Édouard, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les larmes avaient disparu,
remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, la détermination. Je préparais mon café comme le faisait Florent, fort et noir, et je m'assis à ma petite table de cuisine, avec une pile de papiers que je n'avais pas touchés depuis des mois. Relevés bancaires, portefeuille d'investissement, titres de propriété. Des documents qui racontaient une histoire très différente de celle que Juliette croyait connaître. La plupart des gens seraient surpris d'apprendre que cette vieille dame, vivant dans un petit appartement de location avec le strict nécessaire, valait plus de 1,8 million d'euros. Florent était un génie avec l'argent, voyez-vous. Pas seulement grâce au salaire constant de son travail d'ingénieur, mais grâce à des investissements intelligents qui avaient fructifié en silence pendant les 30 années de notre mariage. Des actions Apple achetées dans les années 80. Des biens immobiliers dans des quartiers que tout le monde disait sans avenir. Un portefeuille diversifié qui avait résisté à chaque krach boursier et en était sorti renforcé. Quand il est mort, il m'a tout laissé. « Prends soin de toi, Amélie », disait sa lettre. « Tu mérites bien plus que ce qu'on t'a fait croire. » Mais j'avais choisi consciemment de vivre simplement. Après qu'Édouard a épousé Juliette, je l'ai vu transformer mon fils doux et attentionné en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Quelqu'un qui valorisait plus les apparences que l'essence, plus que les gens pouvaient lui apporter que ce qu'ils étaient vraiment. J'ai donc décidé de les mettre à l'épreuve. J'ai déménagé dans un endroit plus petit. J'ai conduit une vieille voiture, je me suis habillée modestement. Je voulais voir quel genre de personnes ils étaient quand ils pensaient que je n'avais rien à leur offrir. J'espérais me tromper. Je priais pour qu'Édouard m'invite simplement pour passer du temps ensemble. Que Juliette montre un geste sincère de gentillesse. Qu'ils m'aiment pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. La nuit dernière, ils avaient répondu à cette question avec une clarté glaciale. J'étalais les papiers sur ma table, tel un général planifiant sa stratégie. Le plus gros compte d'investissement affichait un solde qui ridiculiserait le budget robe de créateur de Juliette. Il y avait des certificats de dépôt, des obligations et 3 propriétés en location que je gérais par l'intermédiaire d'une société de gestion. Édouard n'avait jamais connu ce revenu, car je n'avais jamais eu besoin d'y toucher. Mon portable sonna, interrompant mes pensées. Le nom d'Édouard s'afficha à l'écran. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis il sonna de nouveau, encore et encore. Finalement, je répondis. « Allô, Édouard ?»« Maman, Dieu merci. J'appelle depuis ce matin. Écoute, à propos d'hier soir. » Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Sa voix était tendue, comme s'il se forçait à traverser quelque chose de désagréable. Juliette se sent très mal de ce qu'elle a dit. Elle ne le pensait pas comme ça. J'ai failli y rire. Alors comment le pensait-elle ? Elle s'inquiétait juste pour ton avenir. Nous nous inquiétons tous les deux. Peut-être que nous ne l'avons pas dit de la meilleure façon, mais nous t'aimons. Nous t'aimons. Ce mot sonnait creux venant de lui maintenant. Je vois. Alors, tu vas lui pardonner ? Peut-être venir dîner ce week-end ? Juliette veut s'excuser. Vraiment. J'imaginais Juliette répétant ses excuses devant le miroir, peaufinant le ton juste du remords fin. J'y réfléchirai. Après avoir raccroché, je suis restée dans le silence de mon appartement et j'ai pensé à la femme que j'étais autrefois. Avant la mort de Florent. J'étais sûre de moi, sociable. Je participais à des associations et faisais du bénévolat. J'organisais des dîners à la maison et voyageais avec des amis. Mais le deuil m'avait rétréci, m'avait rendue plus réservée. La cruauté de Juliette la veille avait réveillé quelque chose que j'avais oublié posséder. La force qui m'avait soutenue pour élever seul Édouard. La détermination qui m'avait aidée à construire une carrière quand il était courant pour les femmes de mon âge de rester à la maison. Je pris mon portable et appelai mon avocate, Solange Valéry. Nous avions travaillé ensemble à la mort de Florent, et depuis, elle gérait tout ce qui concernait mes finances. « Amélie, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous ? » ?»« Compliqué ?» dis-je. « J'ai besoin de faire quelques changements à mon testament. » »« Bien sûr. Quel genre de changement ? » Je pris une profonde inspiration, pensant au silence d'Édouard la veille.
à son incapacité à me défendre de la cruauté de sa femme. Je veux retirer mon fils comme bénéficiaire. La pause de Solange fut brève mais significative. C'est une décision forte. Puis-je en connaître la raison ? Disons que j'ai découvert des aspects de son caractère qui m'inquiètent. Très bien. Qui voulez-vous désigner à sa place ? J'y avais pensé toute la matinée. Il y avait une organisation que Florent et moi avions soutenue pendant des années. Les Liens d'Argent, qui offrait compagnie et soutien aux personnes âgées abandonnées par leur famille. Des personnes comme celles que j'étais en train de devenir. Je veux que tout aille aux Liens d'Argent, dis-je. Chaque centime. C'est très généreux, c'est Amélie. En êtes-vous absolument certaine ? Ce n'est pas irréversible, mais c'est une décision importante. Je pensais au rire de Juliette, à la façon dont elle avait rejeté ma vie comme si elle ne valait rien. J'en suis certaine. Je vais rédiger les documents. Quand aimeriez-vous venir les signer ? Aujourd'hui, si possible. Après avoir raccroché, j'allai dans ma chambre et ouvris le placard que j'avais ignoré pendant des mois. Derrière mes vêtements de tous les jours pendaient les tenues de la femme que j'étais. Des tailleurs de créateurs de mes jours de travail. Des robes élégantes pour des dîners de charité. Les bijoux que Florente m'avait offerts aux anniversaires. Je sortis un tailleur noir de Chanel que j'avais acheté des années auparavant et je l'essayai devant le miroir. Il m'allait encore parfaitement. J'avais caché ma lumière sous le boisseau, comme disait ma grand-mère. Et pourquoi ? Pour protéger les sentiments de personnes qui, de toute évidence, ne se souciaient pas des miens. C'en était fini. Je passais l'après-midi au bureau de Solange, signant des documents qui garantiraient que mon argent irait à des gens qui l'apprécieraient vraiment. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai au salon où l'on m'avait coiffé la veille. « Madame Quintero ?» me salua avec surprise la coiffeuse, Citlali. « Si vite de retour ? Je veux faire quelques changements, lui dis-je. Quelque chose de plus... moi. » 2 heures plus tard, je sortis du salon avec mes cheveux argentés coupés en un carré stylisé qui me rajeunissait de plusieurs années. Je me sentais plus légère, plus comme la femme que j'étais, avant que la douleur et la solitude ne me convainquent de me faire petite. Ce soir-là, je m'assis dans mon salon avec un verre de vin, pas le vin bon marché que j'achetais, mais une bouteille de la collection que Florent et moi avions commencé ensemble. Je levai mon verre en l'honneur de sa mémoire. « Tu avais raison, mon cher, » dis-je à sa photo sur la cheminée. « Je mérite mieux. » Mon téléphone vibra, un message d'Édouard. « Maman, Juliette veut vraiment arranger les choses. Peux-tu venir dîner dimanche ? Elle prépare ton bœuf bourguignon préféré. » Je fixai le message un long moment avant de répondre. J'y serai. Mais je n'irai pas comme la femme reconnaissante et diminuée qu'ils attendaient. J'irai comme moi. La vraie Amélie, celle qui a des ressources, des options et absolument rien à perdre. Ils voulaient jouer un jeu. Très bien. Mais ils allaient découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise adversaire. En me préparant à dormir cette nuit-là, je me regardais dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me fixait était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Sûre d'elle. Décidée. Prête à tout. Demain, je commencerai à chercher une maison à la hauteur de la femme que j'étais vraiment. Pas de la façade que j'avais maintenue pour des gens qui ne l'avaient jamais méritée. Juliette pensait que j'allais mourir pauvre et seule, qu'elle comprenait peu le pouvoir d'une femme qui a enfin cessé de se soucier de l'opinion des autres. La recherche de la maison a commencé ce lundi matin. J'avais passé le week-end à rechercher des propriétés en ligne, mais rien ne m'avait préparé à la réalité de ce que mon argent pouvait acheter. « Madame Quintero ?» dit mon agente immobilier, lourde Garnier, alors que nous nous arrêtions devant la 3e propriété de la journée. « Je pense que celle-ci va vous enchanter. » Elle ne se trompait pas. La demeure de maître était située sur un terrain de près d'1 hectare, avec des chênes centenaires et des jardins méticuleusement entretenus. 6 chambres, 4 salles de bain, une bibliothèque avec des étagères intégrées jusqu'au plafond et une cuisine digne d'un magazine. Le prix de vente était de 780 000 €. Une fortune pour la plupart, mais parfaitement gérable pour moi.
C'est magnifique, murmurai-je en glissant mes doigts sur les comptoirs de marbre de la cuisine. À travers la baie vitrée, je pouvais voir un jardin qui serait spectaculaire au printemps. Et plus loin, un petit étang avec un pont en bois. Les anciens propriétaires étaient un couple âgé qui en prenait grand soin, expliqua Lourdes. Ils ont déménagé en Floride le mois dernier. Tous les systèmes importants ont été rénovés. Et cette bibliothèque, j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup lire. J'acquiesçai, m'imaginant dans cette pièce avec des fauteuils en cuir et une cheminée, entourée de livres au lieu du silence de mon petit appartement. C'était ce que Florent aurait voulu pour moi. C'était la vie que je méritais. Je la prends, dis-je. Lourdes cligna des yeux. Vous ne voulez pas voir l'étage ou discuter de l'offre ? Nous pourrions probablement négocier le prix. Je paye le prix total, l'interrompis-je. Vente au comptant. En combien de temps pouvons-nous conclure ? Sa surprise était presque comique. Eh bien, avec une offre au comptant, probablement en 2 semaines. Êtes-vous sûr ? Complètement. Le mercredi, les formalités et les théâtres étaient en cours. Le vendredi, je signai les documents finaux et reçus les clés de ma nouvelle maison. Je ne m'étais jamais sentie aussi puissante de ma vie. Le déménagement fut simple. J'engageai des professionnels pour tout gérer, pendant que je supervisais depuis ma nouvelle bibliothèque, déjà meublée de quelques pièces commandées en ligne. Je ne conservais que ce qui comptait vraiment, les photos de Florent, mes livres et quelques meubles à valeur sentimentale. Tout le reste fut donné ou vendu. J'attendis d'être complètement installée avant d'appeler Édouard. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son dîner d'anniversaire, et je n'avais pas parlé avec lui depuis que j'avais accepté de venir dîner un dimanche, une invitation que je n'avais jamais honorée. « Maman, où étais-tu ? Nous pensions que tu viendrais dîner et puis tu as simplement disparu. » Juliette était très inquiète. Je m'installai dans mon nouveau fauteuil en cuir, regardant le jardin où des ouvriers plantaient des bulbes pour le printemps. J'ai été occupée à déménager. Déménager ? Comment ça ? Déménager ? Où ça ? J'ai acheté une maison, Édouard. Une vraie maison. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que je crus la communication coupée. Finalement, il parla. Sa voix s'était tendue, confuse. « Tu as acheté une maison ? Comment ? Je veux dire, quel genre de maison ? » Une magnifique maison de maître, rue des Oliviers, 6 chambres. Des jardins splendides, j'en suis très contente. Rue des Oliviers ? Sa voix se brisa légèrement. Maman, ces maisons coûtent plus que ce que je pensais que je pouvais me permettre, je suppose. Une autre longue pause. Je ne comprends pas. D'où as-tu sorti l'argent ? J'aurais pu lui expliquer, lui parler des investissements, de la planification minutieuse de Florent, des assurances-vie et des propriétés en location. Au lieu de ça, je dis simplement « Ton père était un homme très sage avec l'argent. Mais tu avais dit… Je veux dire, tu avais des problèmes. Le petit appartement, le budget serré. » J'ai choisi de vivre simplement, Édouard. Il y a une différence. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan. Juliette demandant ce qui se passait. Puis la voix d'Édouard devint plus formelle, plus distante. « Eh bien, c'est formidable, maman. Nous devrions vraiment venir la voir. Vous devriez. Ce week-end, samedi après-midi, ce sera bien. » Après avoir raccroché, je déambulais dans ma belle nouvelle maison, imaginant la conversation qui se déroulait sans aucun doute entre Édouard et Juliette. Je connaissais assez leur relation pour prédire exactement comment ça allait se passer. Le samedi arriva avec un temps d'automne parfait. Je passai la matinée à arranger des fleurs fraîches dans l'entrée et à préparer du café et des viennoiseries. Je soupçonnais que cette visite ne resterait pas sociale très longtemps. La BMW d'Édouard entra dans mon allée à 14 heures précises. De la fenêtre, je les vis rester assis dans la voiture pendant plusieurs minutes. Juliette gesticulait sans arrêt tandis qu'Édouard gardait les mains crispées sur le volant. Finalement, ils arrivèrent. Juliette s'était habillée pour impressionner avec cet ensemble crème de créateur que je reconnus comme celui qu'elle utilisait pour faire bonne impression auprès des voisins riches. Il coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois.
Elle arborait cette expression qu'elle réservait aux personnes qu'elle jugeait importantes. Un sourire éclatant et calculateur, avec des yeux qui ne laissaient passer aucun détail. J'ouvris la porte avant qu'il ne puisse sonner. « Édouard, Juliette, bienvenue. »« Maman. » Édouard m'étreignit, mais je sentis la tension dans ses épaules. « C'est... Waouh! C'est incroyable. » Juliette passa à côté de lui, ses yeux balayant déjà tout ce qu'elle pouvait voir depuis l'entrée. « Amélie, quelle surprise. C'est assez. Substantiel. Merci. Vous voulez faire le tour ?» Ce qui suivit fut 30 minutes d'évaluation à peine dissimulée. Juliette admirait chaque pièce avec l'œil exercé de quelqu'un qui évalue une propriété, pas de quelqu'un qui rend visite à sa famille. Elle prenait note des mètres carrés, de la qualité des finitions, de la vue de chaque fenêtre. Édouard la suivait en silence, son expression devenant plus soucieuse à chaque pièce que nous visitions. Quand nous arrivâmes à la suite parentale, une grande pièce avec un coin salon et des portes-fenêtres donnant sur un balcon privé, Juliette laissa enfin tomber la façade. « C'est immense !» dit-elle en caressant les rideaux de soie. Vraiment trop grand pour une seule personne. « J'aime l'espace, » répondis-je calmement. « Oh, bien sûr, mais soyons réalistes. » Elle se tourna vers moi avec ce sourire acéré. « Je veux dire, à ton âge, est-ce que vraiment prudent d'être seule dans une maison de cette taille? Tous ces escaliers, l'entretien, la solitude. » Édouard s'agita, mal à l'aise. « Juliette, je suis juste pragmatique, chérie. Ta mère a bientôt 70 ans. Et si elle tombe? Et s'il se passe quelque chose, qui le saurait? Je l'ai ramenée au salon où j'avais déjà servi du café et des viennoiseries sur la table ancienne, héritée de ma grand-mère. » Tandis que nous nous asseyions, Juliette continua son attaque déguisée en inquiétude. « Rien que la taxe foncière doit être exorbitante, » commenta-t-elle en choisissant un gâteau. « Et les frais de chauffage, l'assurance, l'entretien. Ça semble être un fardeau énorme pour quelqu'un avec un revenu fixe. » Je m'en sors bien, dis-je en servant le café dans le service en argent, un cadeau de mariage des parents de Florent. Juliette échangea un regard avec Édouard avant de continuer. « Eh bien, c'est merveilleux, bien sûr. Mais nous avons réfléchi, n'est-ce pas, chérie? À notre avenir. Nous voulons fonder une famille, et avec le nouveau poste d'Édouard au cabinet, notre appartement commence à être petit. » Je pris une gorgée de café et attendis. « Ce que Juliette veut dire, » intervint Édouard d'une voix soigneusement détendue, « c'est que cette maison serait parfaite pour une famille qui s'agrandit. Toutes ces chambres inutilisées, le grand jardin pour que les enfants jouent, ce serait idéal. » « Exactement, » approuva Juliette, les yeux brillants d'excitation. « Et tu aurais de la compagnie? Tu ne serais plus seule. Nous pourrions prendre soin de toi, t'aider avec l'entretien et les dépenses. » L'audace me coupa le souffle. Suggéraient-ils vraiment que j'avais acheté cette maison pour eux, que toute ma planification, mes années de discipline financière, mon indépendance, tout était pour leur bénéfice? En plus, ajouta Juliette, s'animant davantage, ce serait beaucoup mieux pour les enfants. Ce quartier, ces écoles, c'est exactement ce que nous voulons pour notre famille. Édouard se pencha en avant, et pendant un instant, je vis un éclair de l'enfant que j'avais élevé. « Qu'en penses-tu, maman? Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir la famille à proximité? D'entendre les rires des enfants dans ces pièces ?» Ils étaient assis là, tous les deux, attendant ma réponse, avec cette assurance que, bien sûr, je verrais la sagesse de leurs suggestions. Que je serais reconnaissante de leur générosité à vouloir me sauver du fardeau de ma propre maison. Je posai ma tasse de café très délicatement et les regardai un par un. « C'est une proposition intéressante, » dis-je enfin. Le sourire de Juliette s'élargit. « Je savais que tu comprendrais. C'est logique. Nous pouvons régler tous les détails. Tu pourrais peut-être garder la chambre principale et nous utiliserions les autres. Les enfants adoreraient avoir leur grand-mère juste ici. »
Juliette a déjà fait des croquis pour la chambre du bébé, ajouta Édouard. Cette chambre ensoleillée au 2e étage serait parfaite. J'acquiesçai, pensive. Vous y avez définitivement bien réfléchi. Nous voulons juste le meilleur pour tout le monde, dit Juliette avec cette voix imbibée de fausse douceur. C'est ce que fait la famille. On prend soin les uns des autres. Famille, ce mot qu'ils avaient utilisé pendant des années pour me manipuler, pour me faire accepter moins, attendre moins, me contenter de miettes d'affection, alors que je donnais tout en retour. Alors je souris. Un vrai sourire, le premier sourire sincère que je leur montrais depuis des années. Tu as tout à fait raison, Juliette. La famille devrait prendre soin les uns des autres. Je me levai, lissai ma jupe, et me dirigeai vers la fenêtre donnant sur le jardin. Derrière moi, je les entendais chuchoter, excités, faisant déjà des plans pour leur nouvelle maison. « Je dois passer un coup de fil, » dis-je en me tournant vers eux. « Vous m'excusez un instant ?» En me dirigeant vers mon bureau, j'entendis le murmure euphorique de Juliette à Édouard. « Je t'avais dit qu'elle changerait d'avis, ça va être parfait. » « Parfait. Oui, c'est exactement ce que ça allait être, pensai-je en prenant le téléphone. Je fermai la porte du bureau derrière moi et m'y adossai un instant, écoutant les sons étouffés d'excitation venant du salon. La voix de Juliette était clairement audible à travers les murs, alors qu'elle décrivait à Édouard sa vision pour notre nouvelle maison. Notre maison, comme si elle avait déjà emménagé, comme si elle se l'était déjà appropriée. Mes mains étaient étonnamment stables lorsque je composais le numéro de Solange. Cabinet de Solange Valérie, Nayeli à l'appareil. Ici Amélie Quintero. J'ai besoin de parler à Solange immédiatement, c'est urgent. Un instant s'il vous plaît, Madame Quintero. La musique d'attente s'éternisa, interrompue par des éclats de rire de l'autre pièce. Je pouvais imaginer Juliette inspectant mes affaires avec un nouveau regard, ne les voyant plus comme les miennes, mais comme les siennes. Des vases en cristal, cadeaux de mariage, les tableaux que Florente et moi avions collectionnés lors de nos voyages, les meubles anciens hérités sur des générations. Tout était déjà mentalement redistribué à son goût. Amélie, la voix de Solange semblait inquiète. Nayeli m'a dit que c'était urgent. Tout va bien? J'ai besoin de faire des changements immédiats à mon testament, aujourd'hui si possible. Quel genre de changement? Nous venons de tout mettre à jour il y a 3 semaines. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant le jardin où j'avais prévu de passer des matinées tranquilles avec mon café et mes livres. Dans le reflet, je vis mon propre visage. Serein, ferme, enfin libéré de cet espoir désespéré qui me maintenait accroché à l'illusion de l'amour familial. Sini, je veux ajouter une clause spécifique concernant ma maison, un texte très clair. D'accord. Qu'aviez-vous en tête? Je veux qu'il soit établi, sans le moindre doute, que sous aucune circonstance, mon fils ou sa femme ne pourront hériter de cette propriété. Ils n'y vivront jamais, ils n'en seront jamais propriétaires, ils n'en bénéficieront jamais d'aucune manière. Solange marqua une pause, plus longue cette fois. Amélie, cela semble assez définitif. Puis-je demander ce qui a motivé cela? À travers la porte, j'entendais la voix d'Édouard. La chambre principale a une lumière naturelle incroyable. Tu adorerais le dressing, Juliette? Ils sont ici, dis-je à voix basse. Dans ma maison, planifiant comment la décorer ou mettre les chambres des enfants. Comment m'aider à porter le fardeau d'être propriétaire. Je remarquai que le ton de Solange passa à une préoccupation professionnelle. Vous sentez-vous sous pression? Parce que s'il y a le moindre signe d'abus envers une personne âgée ou de manipulation... Non, l'interrompis-je. Rien de tout cela. Ils ne me forcent à rien. Ils me montrent simplement exactement qui ils sont. Et je prête enfin attention. Que voudriez-vous ajouter d'autre? Je pensais au chuchotement excité de Juliette, à la manière désinvolte avec laquelle Édouard supposait que tout ce pour quoi j'avais travaillé était pour son bénéfice. Je veux que la maison soit également léguée aux liens d'argent, avec tout le reste,
Et je veux que s'ils contestent le testament, ils perdent tout droit, même celui de visiter la propriété tant qu'elle sera sous la garde de la Fondation. » « C'est légalement valide, » confirma Solange. « Autre chose ? » ?»« Oui, je veux que vous rédigiez une lettre qui leur sera remise après ma mort. Quelque chose qui explique exactement pourquoi ces décisions ont été prises. Voulez-vous me la dicter maintenant ? » J'entendis la voix de Juliette s'approcher de la porte du bureau. Il venait de me chercher, se demandant sûrement pourquoi je prenais tant de temps. « Pas par téléphone. Pouvez-vous venir ? Aujourd'hui ? Je peux être là dans une heure. Ça vous va ? Parfait. Utilisez l'entrée de service par la porte du jardin. Je vous attendrai sur la terrasse. » En raccrochant, je pris un moment pour respirer avant de retourner auprès de mes invités. Ils étaient debout au milieu du salon. Juliette, son téléphone à la main, prenant apparemment des photos. « Je prenais juste quelques mesures, » dit-elle avec ce sourire éclatant, « pour voir où iraient les meubles. J'espère que ça ne te dérange pas. » « Pas du tout. » Je me rassis dans mon fauteuil, remarquant qu'ils restaient tous les deux debout, comme si s'asseoir allait retarder leur plan. « Vous voulez voir le reste de la maison ? Le sous-sol est aménagé. Ce serait une merveilleuse salle de jeu. » Les yeux de Juliette s'illuminèrent. « Oh, ça a l'air parfait. » « Et le grenier ? Il sert principalement de débarras, mais il pourrait être transformé en bureau, peut-être. » Et pendant l'heure qui suivit, je jouais le rôle qu'ils attendaient de moi. La vieille dame reconnaissante, émue par sa chance et leur offre généreuse. J'acquiesçais pendant que Juliette décrivait ses idées de décoration. Je souris pendant qu'Édouard signalait les améliorations pratiques qu'ils pourraient faire. Je leur proposais même de leur montrer les limites du terrain pour qu'ils puissent planifier leur jardin. Ils crurent à tout. Ces deux personnes qui juraient de me connaître, qui voyaient ma politesse comme une faiblesse, ma générosité comme un dû, mon amour comme quelque chose qu'ils pouvaient exploiter sans conséquence. « Nous devrions y aller, » dit enfin Édouard, en regardant sa montre. « Nous avons des projets pour dîner avec les Cardenas. » « Bien sûr. » Je les accompagnai jusqu'à la porte, acceptant les bises en l'air de Juliette et l'étreinte distraite d'Édouard. « Nous reparlerons de l'arrangement plus tard, » dit Juliette, déjà mentalement installée dans ma maison. « Il y a beaucoup de détails à régler, mais je suis sûre que nous pouvons rendre cela merveilleux pour tout le monde. »« Certainement, » acquiesçai-je. Après que leur voiture eut disparu de l'allée, je déambulai dans ma maison avec un nouveau regard. Chaque pièce qu'ils avaient revendiquée, chaque espace qu'ils s'étaient déjà approprié dans leur esprit, chaque supposition qu'ils avaient faite sur ma gratitude pour leur ingérence. Solange arriva exactement une heure plus tard, sa mallette en cuir à la main et le visage de quelqu'un prêt pour des conversations difficiles. « Montrez-moi la maison, » dit-elle sans embâge. « Je veux comprendre ce que nous protégeons. » Je lui fis visiter tout l'endroit, lui décrivant non seulement la propriété, mais aussi la scène qui s'était déroulée quelques heures plus tôt. Solange écouta sans un mot, prenant des notes de son écriture claire et ordonnée. « Ils croient vraiment que vous avez acheté cette maison pour eux ?» demanda-t-elle, alors que nous nous installions dans la véranda avec une tasse de thé. « Absolument, » répondis-je. « Dans leur esprit, tout ce que je fais est pour leur bénéfice. Mes problèmes financiers n'étaient que des nuisances à régler. Mes réussites, des actifs qu'ils pouvaient revendiquer. » Solange ouvrit sa mallette et sortit un bloc-notes légal. « Rédigeons cette lettre. Que voulez-vous qu'ils sachent ?» « Pucci !» Je regardais mon jardin, me souvenant des années passées à essayer de gagner leur affection, leur respect, leur reconnaissance la plus élémentaire en tant que personne. « Je veux qu'ils comprennent que l'amour n'est pas à sens unique, » dis-je enfin. « Que la famille ne consiste pas à prendre, mais à donner sans rien attendre en retour. Je veux qu'ils sachent que j'ai vu clair dans leur jeu, que j'ai toujours su exactement ce qu'ils pensaient de moi. Et, concernant cette maison en particulier,
Je veux qu'ils comprennent qu'elle deviendra un refuge pour des personnes âgées, un lieu pour ceux que leurs propres enfants ont vus comme des fardeaux plutôt que des bénédictions. Solange écrivit rapidement, sa plume glissant fermement sur le papier. Autre chose ? Je veux qu'ils sachent que j'avais le choix, dis-je. Que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pu décider autrement. Mais ils ont rendu cela impossible. Impossible de les aimer. Et ce n'est pas mon échec, c'est le leur. Tandis que Solange rédigeait les documents, je sentis un poids se lever de mes épaules. Un poids que je ne savais même pas que je portais. Pendant des années, je m'étais blâmée pour la distance entre Édouard et moi. Je me demandais ce que j'aurais pu faire différemment. Comment être une meilleure mère, plus digne de son affection. Mais aujourd'hui, j'avais vu la vérité. Ce n'était pas à propos de ce que j'avais fait ou pas fait. C'était à propos de ce qu'ils avaient choisi de devenir. Des personnes qui ne voyaient que les autres que pour leur utilité, qui confondaient manipulation et amour, qui croyaient avoir le droit de prendre tout ce qu'ils pouvaient. « Prêt, dit Solange, levant les yeux de ses papiers. « Qu'en pensez-vous » Elle lut la lettre à voix haute et j'acquiesçais à chaque phrase. C'était clair, honnête et définitif, ne laissant aucune place au malentendu, n'offrant aucune marge pour qu'ils réécrivent l'histoire à leur convenance. « C'est parfait, dis-je. Seul, quand le testament peut-il être mis à jour ? Lundi, tout sera prêt à être signé. Êtes-vous absolument sûr de cela ? Amélie ? Une fois ces documents signés et notariés, il sera très difficile de les modifier. Je pensais aux chuchotements excités de Juliette, à la manière désinvolte avec laquelle Édouard supposait que cette maison était sienne de droit. Je pensais aux années où il m'avait traité comme un fardeau, une charge, une source de culpabilité et d'obligation plutôt que d'amour. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie. Après le départ de Solange, je parcourus ma maison une fois de plus. Je ne la voyais plus comme le trophée que Juliette croyait avoir gagné, mais comme mon sanctuaire. Ma décision, mon indépendance transformée en briques, en murs et en pièces remplies de paix. Demain, sûrement, Édouard appellerait pour discuter de leur emménagement. Juliette serait probablement déjà en train de regarder des meubles et de faire des listes de rénovation. Ils planifieraient leur avenir dans mon espace, avec mon argent, utilisant ma générosité une fois de plus contre moi. Ils n'avaient pas la moindre idée qu'avec chaque supposition, chaque attente arrogante, chaque fois qu'ils ignoraient mon autonomie, ils renonçaient à tout droit sur mon affection, mon argent ou ma magnifique maison. Dans 3 jours, le Nouveau Testament serait signé. Dans 3 jours, leur avenir serait entièrement le leur. Mais sans ma maison, sans mon argent, et sans le moindre espoir de réclamer quoi que ce soit, l'idée aurait dû m'attrister. Au lieu de cela, alors que je regardais le coucher de soleil peindre mon jardin de teintes dorées et ambrées, la seule chose que je ressentais était une satisfaction profonde et sereine. Ils avaient pris leur décision, et maintenant, j'avais pris la mienne. L'appel est arrivé à 7h03 du matin, quelques jours après la signature du Nouveau Testament. J'étais dans ma cuisine, savourant ma première tasse de café, tout en observant les oiseaux se rassembler à la mangeoire que j'avais installée près de la fenêtre. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro d'Édouard, et quelque chose dans l'urgence de cette heure me dit que ce n'était pas un appel de courtoisie. « Maman, il faut qu'on parle. Maintenant. » Pas de bonjour, pas de politesse. Sa voix avait un ton que je ne lui avais pas entendu depuis qu'il était adolescent, et que je l'avais surpris en train de mentir. « Bonjour à toi aussi, Édouard. Qu'y a-t-il de si urgent ? » Ne fais pas l'innocente, je sais ce que tu as fait. Je posai délicatement ma tasse sur la table, bien que je sentisse déjà mon cœur s'accélérer. Que crois-tu exactement que j'ai fait ? Le testament, maman. Le cabinet de Solange Valéry a appelé hier. Quelque chose à propos de documents mis à jour et qu'il devait confirmer l'adresse de la propriété. Solange m'avait prévenu que ce type d'appel faisait partie de la procédure standard, mais j'espérais avoir plus de temps avant que tout n'éclate. Pourtant, je me sentais étrangement calme en me préparant à ce qui allait suivre. « Je vois. Et que t'ont-ils dit ?
Rien. Directement. Mais quand j'ai insisté pour savoir pourquoi ils avaient besoin de nos coordonnées pour la propriété, ils ont dit que ce n'était pas pertinent puisque nous n'étions pas bénéficiaires. Pas bénéficiaires, maman. L'accusation flottait entre nous. Je pouvais entendre la voix de Juliette en arrière-plan, aiguë et exigeante, bien que je ne puisse distinguer ses paroles. « Voulez-vous venir en parler ?» demandai-je. « Nous sommes déjà en route. » Ils raccrochèrent, je regardais ma cuisine paisible, sachant que c'était peut-être le dernier moment de calme avant longtemps, puis je montai m'habiller de manière appropriée pour la journée difficile qui m'attendait. Ils arrivèrent en moins de 20 minutes, ce qui signifiait qu'ils avaient appelé depuis la voiture. Le visage de Juliette était rouge de colère quand j'ouvris la porte, et Édouard semblait ne pas avoir dormi. « À l'intérieur, maintenant » exigea Juliette en me bousculant dans l'entrée. Je la suivis jusqu'au salon où ils se tenaient debout comme des procureurs sur le point de lancer une accusation. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» La voix de Juliette était stridente, sans aucune trace de courtoisie. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tous nos plans. »« Quel plan ?» l'interrompis-je calmement. « Ne fais pas semblant, » lança Édouard. « Tu nous as fait croire que nous allions vivre ici. Tu nous as encouragés à planifier l'avenir des enfants. Notre vie. » Je m'assis dans mon fauteuil préféré, celui qui donnait sur le jardin. Je n'ai rien fait de tout cela. Je vous ai écouté pendant que vous faisiez des suppositions. Des suppositions. Le rire de Juliette fut amer. Tu nous as montré la maison comme si nous y vivions déjà. Tu as parlé des chambres des enfants, d'avoir la famille à proximité. J'étais cordiale. Vous étiez des invités dans ma maison. Des invités ? La voix d'Édouard se brisa. Je suis ton fils. Oui, tu l'es. Et je suis ta mère. Mais cela ne fait pas de ma maison ta maison. Ni de mon argent ton argent. Juliette se mit à faire les 100 pas, ses talons de marque frappant furieusement le parquet. C'est de la folie. Tu as presque 70 ans et tu vis seule dans une maison bien trop grande pour toi. Nous t'avons proposé notre aide, de prendre soin de toi, et c'est comme ça que tu nous remercies ? Ya, cria-t-elle, en t'accrochant à cette propriété comme si elle n'était qu'à toi. En nous mentant, en nous laissant planifier notre vie autour de quelque chose que tu n'as jamais eu l'intention de nous donner. Je regardais Édouard, qui fixait le sol, les poings serrés. C'est comme ça que tu le vois aussi, que je vous ai menti. Il leva la tête et pendant un instant, je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait peut-être à de la douleur. « Maman, nous avons besoin de cette maison. Ma promotion s'accompagne de certaines attentes, d'engagements sociaux. Juliette est enceinte. » Enceinte ? Le mot m'échappa. La main de Juliette se posa sur son ventre encore plat. Son expression passa de la colère à l'autosatisfaction. « De 3 mois, nous allions te le dire en emménageant, en faire une célébration. » Un petit enfant, un autre petit enfant que je ne connaîtrai probablement jamais, que je ne tiendrai jamais dans mes bras, que l'on ne me laisserait jamais aimer. Cette pensée aurait dû me briser le cœur. Au lieu de cela, elle renforça ma décision. « Félicitations, » dis-je simplement. « Félicitations ?» Juliette me regarda, incrédule. « C'est tout ? Ton fils va avoir un bébé et tu dis juste « félicitations » ? Que veux-tu que je dise ? Que tu es désolée, que tu vas arranger ça, que tu vas nous remettre dans le testament, à la place qui nous revient. »« La place qui vous revient » répétai-je. « Et où crois-tu exactement que se trouve cette place ?» Édouard fit un pas en avant, avec le même ton persuasif qu'il utilisait au tribunal. « Maman, soyons raisonnables. Tu n'as pas besoin d'une maison de cette taille. Rien que l'entretien doit être accablant. Et avec le bébé qui arrive, nous avons vraiment besoin de plus d'espace. Alors achetez une maison plus grande. »« Avec quel argent ?» hurla Juliette. « Sais-tu combien coûtent les maisons dans les bons quartiers ? Sais-tu combien coûtent les écoles privées ? Sais-tu ce qu'il faut pour donner à un enfant la vie qu'il mérite ? La vie que ton enfant mérite, corrigeai-je. Votre responsabilité, pas la mienne. » Le visage de Juliette devint blême de rage. « Tu es une vieille égoïste et amère. Pas étonnant que ton mari t'ait laissé élever Édouard seul.
Pas étonnant que ton propre fils te supporte à peine. » Les mots me frappèrent comme des gifles, mais je ne bronchai pas. Florent ne m'a pas quitté, Juliette. Il est mort. Et oui, Édouard me supporte à peine. Alors pourquoi voudriez-vous vivre dans ma maison ? Parce que ce n'est pas ta maison, cria-t-elle. Pas vraiment. Édouard reste ton seul fils, ta seule famille, tout ce que tu as devrait lui revenir automatiquement. C'est comme ça que fonctionnent les vraies familles. Je me levai et me dirigeai vers la cheminée, où se trouvait la photo de Florent, à côté de celle d'Édouard enfant. Dis-moi, Juliette, dans ta famille, est-ce que tes parents faisaient des doubles journées pour payer tes études ? Ont-ils renoncé à leur propre confort pour te donner des opportunités ? C'est différent. C'est ce que les parents doivent faire. Et que doivent faire les enfants ? Elle hésita un instant, surprise par la question. Édouard répondit à sa place. Les enfants doivent être reconnaissants. Ils doivent prendre soin de leurs parents quand ils vieillissent. Prendre soin d'eux, répétai-je, pas leur prendre ce qu'ils ont. Pas les traiter comme des nuisances à gérer ou des propriétés à réclamer. Nous ne t'avons jamais traité comme une nuisance, protesta Édouard. Je me tournai complètement vers lui. Vraiment ? Alors pourquoi Juliette a-t-elle suggéré que j'aille en résidence ? Pourquoi a-t-elle dit que j'allais mourir pauvre et seule ? Pourquoi es-tu resté silencieux pendant qu'elle disait tout ça ? Son visage s'empourpra. Elle s'inquiétait juste pour ta sécurité. Non, elle ne s'en souciait pas. Ce qui l'inquiétait, c'était son propre confort. Elle ne voulait pas avoir à gérer une belle-mère vieillissante qui pourrait devenir un fardeau. Juliette cessa de faire les 100 pas et me regarda avec une haine évidente. « Tu déformes tout. Nous t'avons offert de rester ici, de prendre soin de toi. Vous m'avez offert de rester dans ma propre maison pendant que vous vous l'appropriez. Vous m'avez offert de gérer ma vie parce que vous avez décidé que je n'en étais pas capable. »« Parce que tu ne l'es pas !» explosa-t-elle. « Regarde-toi, tu vis seule, sans amis, sans vie sociale, sans rien d'autre à faire que de t'asseoir dans cette immense maison et de t'apitoyer sur ton sort. Nous essayons de t'aider en te retirant ce fardeau, de donner un sens à ta vie, de te laisser faire partie de quelque chose de plus grand que ta pathétique existence. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme du venin. Édouard semblait dévasté, comme si, pour la première fois, il entendait vraiment ce que sa femme pensait de moi. « Juliette, » dit-il à voix basse, « ça suffit. » « Non, ça ne suffit pas. » Elle se tourna vers lui. « Ta mère est cruelle exprès. Elle nous punit d'essayer de construire une vie, de vouloir le meilleur pour nos enfants. C'est une vieille femme jalouse et vengeresse qui ne supporte pas de voir les autres heureux. » Je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier que j'avais préparé ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient des copies du Nouveau Testament, ainsi que la lettre que Solange m'avait aidé à rédiger. « Puisque mon testament t'intéresse tant, dis-je en tendant le dossier à Édouard, autant que tu saches toute la vérité. » Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, Juliette lisant par-dessus son épaule. J'observais leurs visages changer à mesure qu'ils assimilaient le contenu, de la confusion à la stupéfaction, de la stupéfaction à l'horreur et de l'horreur à la rage. « Tu as tout laissé à une fondation ?» La voix d'Édouard n'était qu'un murmure. « Aux liens d'argent, oui. Ils aident les personnes âgées qui ont été abandonnées par leur famille. » « Abandonnées ?» La voix de Juliette était maintenant menaçante. « Nous ne t'avons jamais abandonné. »« Ah non ? Quand est-ce que l'un de vous a appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles ? Quand m'avez-vous invité pour la dernière fois quelque part sans rien attendre en retour ? Quand m'avez-vous traité pour la dernière fois comme quelqu'un que vous aimiez et non comme un fardeau que vous détestiez ? » Édouard continuait de fixer les papiers. La maison, les investissements, tout, absolument tout. Juliette lui arracha les documents des mains et les parcourut désespérément. Ça ne peut pas être légal. Tu ne peux pas simplement déshériter ton fils unique. Il y a des lois. Il y a des lois sur la maltraitance des personnes âgées, dis-je calmement. Il y a des lois sur la contrainte et la manipulation. Mais il n'y a aucune loi qui m'oblige à laisser mon argent à ceux qui me traitent avec mépris.
Nous allons contester ça, grogna-t-elle. Et nous allons nous battre au tribunal. Alors je souris, le premier vrai sourire depuis leur arrivée. Lis la dernière page, Juliette. La partie sur ce qui se passe si vous contestez le testament. Ses yeux volèrent vers le document, et j'observai la couleur quitter son visage en lisant la clause que Solange avait insisté pour inclure. Si vous contestez le testament, dis-je d'une voix sereine, vous perdez tout droit de visiter cette propriété, même après qu'elle soit devenue un centre de soins pour personnes âgées, abandonnées. Légalement, vous ne pourrez plus jamais y mettre les pieds. Tu ne peux pas faire ça, dit Édouard, la voix brisée. Je suis ton fils. Oui, tu l'es. Et je suis ta mère. Mais être de la même famille ne te donne pas le droit de disposer de ma vie, ni de mon argent, ni de ma maison. Et encore moins le droit de me traiter comme un fardeau en attendant d'hériter de mes biens. Juliette jeta les papiers au sol, le visage déformé par la fureur. Tu regretteras ça. Quand tu mourras seule dans cette maison, quand tu n'auras personne pour prendre soin de toi, tu te souviendras de ce moment et tu souhaiteras avoir été différente. Je la regardais, vraiment, et je ne vis pas la femme élégante et belle qui avait volé l'affection de mon fils, mais une personne petite et cupide dont toute la valeur dépendait de ce qu'elle pouvait obtenir des autres. Je ne mourrai pas seule, Juliette. Je serai entourée de gens qui ont appris, comme moi, que ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est l'amour qui l'a fait, le respect qui l'a fait, et vous ne m'avez montré ni l'un ni l'autre depuis des années. Puis ils partirent, Edward ramassant les papiers éparpillés, tandis que Juliette sortait furieusement vers la porte. Sur le seuil, il se tourna une dernière fois. « Maman, s'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. » Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé, aimé, pour qui je m'étais sacrifiée, et je ne ressentis plus qu'une profonde tristesse pour ce qu'il était devenu. « Il y a toujours eu un moyen d'arranger ça, Édouard. Tu n'as simplement jamais pris la peine d'essayer. » Quand la porte se referma derrière eux, je restai debout dans l'entrée, écoutant le bruit de leur voiture qui démarrait, écoutant leur départ de ma vie. Pour ce que je savais, c'était la dernière fois. Puis je me dirigeai vers ma cuisine, me servis une tasse de café frais et m'assis pour profiter de la matinée la plus tranquille que j'avais eue depuis des années. 6 mois passèrent avant que j'aie de leurs nouvelles. 6 mois de la vie la plus sereine et épanouissante que j'avais vécue depuis la mort de Florent. Je me suis consacrée à des activités que j'avais oubliées aimer. Organiser des clubs de lecture dans ma bibliothèque, faire du bénévolat au centre communautaire, prendre des cours de peinture à l'atelier local. Ma maison était devenue ce qu'elle aurait toujours dû être. Un foyer. Pas un monument à la solitude. L'appel est arrivé un mardi matin de printemps. J'étais dans le jardin, en train de planter les rosiers que j'avais commandés par catalogue, quand le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans l'insistance de la sonnerie m'a fait essuyer mes mains sur mon tablier de jardinage et entrer. « Allô, maman ?» La voix d'Édouard semblait plus petite que dans mes souvenirs, avec une timidité qui me rappelait l'enfant qu'il avait été. « Bonjour, Édouard. Je me demandais si on pouvait se parler. » En personne. Je regardais mon jardin, les rosiers qui attendaient d'être plantés, la vie que j'avais construite sans eux. À propos de quoi ? De nous, de ce qui s'est passé. Juliette et moi, nous avons quelques problèmes. Bien sûr, je me demandais combien de temps il faudrait pour que les fissures apparaissent, une fois qu'ils réaliseraient que mon argent n'allait pas résoudre leurs problèmes. Je suis désolée d'entendre ça. Je peux passer ? Juste moi ? Juliette ne veut pas que je te contacte. Malgré tout, il restait mon fils. Malgré la douleur, la déception, une partie de moi attendait cet appel. D'accord. Cet après-midi. Merci, maman. Vraiment, merci. Il arriva à 14 heures pile, conduisant la même BMW, mais semblant en quelque sorte plus éteint.
L'avocat confiant qui s'était planté dans mon salon 6 mois plus tôt pour exiger son héritage avait été remplacé par un homme qui avait l'air fatigué, incertain, plus vieux que ses 38 ans. Je l'accueillis à la porte, remarquant comment ses yeux parcouraient les changements que j'avais faits. L'entrée avait maintenant une petite table avec des fleurs fraîches de mon jardin. Les murs étaient remplis de photos de famille, non seulement de lui, mais aussi des parents de Florent, d'amis que j'avais retrouvés, des compagnes du club de lecture qui étaient devenues comme des filles pour moi. « La maison a l'air différente, dit-il. Elle a l'air vivante, répondis-je. Un café ? Nous nous sommes assis dans la véranda, l'endroit même où j'avais planifié sa déshérence avec Solange. Elle était maintenant meublée de confortables fauteuils en osier et de plantes qui prospéraient à la lumière de l'après-midi. Un chevalet occupait un coin, supportant ma dernière peinture, un paysage de la vue depuis la fenêtre de ma chambre. « Tu peins maintenant » demanda-t-il en désignant le chevalet. « J'ai toujours peint, Édouard. Je me suis juste arrêté quand j'ai épousé ton père. Et après, je n'ai jamais trouvé le temps de m'y remettre. » Il hocha la tête, le regard fixé sur sa tasse de café. « Je me souviens que tu peignais sur la table de la cuisine quand j'étais petit. Tu as une bonne mémoire. » Nous sommes restés en silence plusieurs minutes. J'attendis, sachant qu'il était venu pour quelque chose, sachant qu'il avait besoin d'y arriver à sa manière. « Juliette m'a quitté, dit-il enfin. J'en suis sincèrement désolé. » Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'espoir. « Pourquoi ? » Elle a dit que tu serais heureuse, que tu avais probablement tout planifié. Je posai délicatement ma tasse sur la table. Je n'ai pas planifié la fin de ton mariage, Édouard. J'ai planifié de me protéger de ceux qui ne me voyaient que comme une source d'argent. Ah, mais c'est vraiment comme ça que tu nous voyais ? La question était si sincère que, pendant un instant, j'ai vu le fils que j'avais élevé, l'enfant qui croyait que le monde était juste, que les bonnes intentions étaient toujours remarquées. De quelle autre manière pouvais-je vous voir ? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais ? Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois sans rien demander ? Il garda le silence si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Puis, d'un filet de voix, « Je ne m'en souviens pas. » Moi non plus. Mais je t'aimais. Je t'aime encore. M'aimes-tu ou aimes-tu l'idée de moi ? La mère qui est toujours là quand tu en as besoin. Celle qui doit se sacrifier sans poser de questions. Celle qui doit être reconnaissante pour la moindre miette d'attention que tu lui accordes. Ses yeux se remplirent de larmes. Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Je sais, c'est ça le problème. Il se pencha en avant, ses mains si crispées que ses jointures blanchirent. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Nous en avons tous les deux fait, mais je suis là maintenant. Je veux arranger les choses. Qu'est-ce que tu veux arranger ? Exactement. Notre relation. Nous. Tu me manques. Est-ce que je te manque ou est-ce que la sécurité de savoir que j'étais là, prête à te tirer d'affaire, te manque ? Son visage s'empourpra. Ce n'est pas juste. Vraiment ? Ta femme te quitte et soudain, tu te souviens que tu as une mère. Tu es sûrement en difficulté financière sans l'héritage que tu attendais. Et maintenant, tu veux reconstruire les ponts. L'argent n'a pas d'importance. Assez, ma voix sortit plus dure que je ne l'aurais voulu. Ne me mens pas, Édouard. Plus maintenant. C'est fini. Il s'effondra dans son fauteuil, vaincu. D'accord. Oui, la situation est difficile. Le divorce est cher. Et nous comptions dessus. Vous comptiez dessus, rectifiai-je. Vous espériez tous les deux hériter de ma maison, y vivre sans loyer, et utiliser mes économies comme votre compte personnel.
Dit comme ça a l'air horrible. Parce que c'était horrible. Toi et Juliette, vous me traitiez comme une ressource à gérer, pas comme une personne à aimer. Mais je t'aimais, insista-t-il. Je t'aime encore. J'observais son visage, cherchant des signes de la manipulation à laquelle je m'étais habituée. Mais je vis quelque chose d'inattendu, un véritable remords. Parle-moi du divorce, dis-je. Quand elle a réalisé que l'argent n'arriverait pas, elle a changé. Elle a recommencé à parler de trouver quelqu'un avec de meilleures perspectives, avec une famille qui avait plus à offrir. Il rit amèrement. Elle a dit que je l'avais déçue en n'étant pas capable de contrôler ma propre mère. Et le bébé, son visage se décomposa. Elle a interrompu la grossesse. Elle a dit qu'elle n'allait pas rester avec un homme qui ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle méritait. La cruauté de cet acte me laissa sans voix. Quoi que je pense de Juliette, perdre un petit enfant que je ne connaîtrais jamais était une douleur à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis désolée, Édouard. C'est impardonnable. Elle a dit que c'était de ta faute, que si tu nous avais donné la maison, rien de tout ça ne serait arrivé. Et tu le crois ? Il resta silencieux un long moment, fixant mon jardin où les papillons voletaient entre les fleurs. Je voulais le croire. C'était plus facile que d'accepter que j'avais épousé quelqu'un qui ne m'aimait que pour ce que je pouvais lui apporter. Tout comme toi, qui ne me voulais que pour ce que je pouvais t'apporter. Les mots restèrent suspendus entre nous, comme un pont que personne ne savait s'il fallait le franchir. Les épaules d'Édouard se mirent à trembler, et je réalisai qu'il pleurait vraiment. Pas des larmes feintes, mais les sanglots brisés d'un homme qui comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi pour tout, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir valorisé, d'avoir laissé Juliette te traiter ainsi. Pardon de ne pas avoir été le fils que tu méritais. Je le regardais pleurer, cet homme qui m'avait tant blessé, et je sentis quelque chose bouger en moi. Ce n'était pas du pardon. Cela prendrait du temps, si jamais cela arrivait, mais c'était peut-être le début d'une compréhension. Édouard, regarde-moi. Il leva la tête, le visage rouge et trempé de larmes. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas changé mon testament pour te punir, je l'ai changé pour me protéger. Je ne pouvais plus continuer à donner des morceaux de moi-même à des gens qui voyaient ces morceaux comme un droit, plutôt que comme un cadeau. Je sais, je le vois maintenant. Vraiment ? Ou dis-tu simplement ce que tu penses que je veux entendre, en espérant que je change d'avis sur l'argent ? La question le frappa comme un coup. Je ne sais pas. J'aimerais dire que l'argent n'a pas d'importance, mais je ne peux pas dire honnêtement que le fait de le perdre n'est pas ce qui m'a amené ici. Sa sincérité me surprit. Au moins, tu es honnête. J'essaie. J'essaie de comprendre comment être la personne que tu m'as apprise à être, et non celle que je suis devenue. Je me servis plus de café en réfléchissant. Et à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas. Peut-être apprendre à vivre avec moi, découvrir comment être seule sans m'apitoyer sur mon sort. T'appeler juste pour discuter, pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Et si je te disais maintenant que le testament ne changera pas, que tu n'hériteras jamais de cette maison ni de mon argent, que ferais-tu alors ? Il resta silencieux un long moment. Alors, je suppose que je devrais apprendre à vivre avec. Et peut-être que je demanderais si je pourrais encore venir te voir de temps en temps. Pas pour te convaincre, mais juste pour passer du temps avec toi. Pourquoi ? Parce que tu es ma mère. Parce que je t'aime, même si je ne l'ai pas montré comme il le fallait. Parce que je ne veux pas te perdre complètement. Je regardais cet homme, mon fils, ma plus grande fierté et ma plus grande déception. Et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Le testament ne changera pas, Édouard. Son visage se décomposa, mais il acquiesça. Je comprends. Mais tu peux venir me voir si tu le souhaites, si tu peux accepter que cette relation doit être différente de ce qu'elle était. Différente comment ? Égale.
sans plus d'attente, que j'existe uniquement pour ta convenance, sans supposer que mon amour est inconditionnel, sans continuer à apprendre sans jamais rien donner en retour. J'aimerais essayer. Je sais que ce ne sera pas facile. La confiance se gagne, elle ne s'hérite pas. Et c'est clair pour moi. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant mes rosiers que j'avais enfin plantés et qui commençaient à fleurir. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Les liens d'argent ont des projets pour utiliser cette maison comme résidence, dans quelques années, quand je ne pourrai plus y vivre seule. Et tu es d'accord avec ça? Je l'attends avec impatience. Je veux être entourée de gens qui comprennent ce que c'est que d'être rejeté par sa famille et qui ont appris à tisser de vrais liens par l'amitié. Y aura-t-il de la place? Y aura-t-il de la place pour les membres de la famille qui veulent bien faire les choses? Je me tournai vers lui, et je ne vis plus l'homme arrogant qui exigeait son héritage, mais l'enfant incertain qui un jour dépendit de moi pour tout. Je suppose que cela dépendra de la famille, n'est-ce que pas? Il sourit alors, un sourire sincère qui me rappela pourquoi je l'avais tant aimé pendant tant d'années. Je peux t'aider? Dans le jardin. Je me souviens que quand j'étais petit, tu me laissais planter des choses. J'aimerais le refaire. Alors que nous sortions ensemble dans le jardin, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. L'argent irait toujours à une œuvre de charité. La maison serait toujours un refuge pour des gens comme moi. Mais peut-être, juste peut-être, elle deviendrait aussi un lieu où une mère et son fils pourraient réapprendre à s'aimer. Non par obligation ou attente, mais par choix. C'était plus que ce que j'avais osé espérer, et exactement ce que j'avais eu le courage d'exiger. Un amour qui en valait la peine, ou rien du tout. Finalement, j'avais obtenu les deux. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est inspirée de certains faits réels. Les noms et les lieux ont été changés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et prenne le temps de réfléchir. Combien de mères souffrent en silence au sein de leur propre foyer? Je suis vraiment curieuse. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour maintenir la paix, ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours, et je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je vous laisse 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je vous assure qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.